voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici donc embarqués pour un nouveau voyage dans les sciences. Cette émission qui accueille des chercheuses, des chercheurs de tous horizons, qui nous parlent de leurs travaux, de leurs recherches, de leurs enseignements, qui nous dévoilent leur motivation, leur cheminement, leurs rencontres, et tout cela avec la volonté de transmettre aux jeunes, aussi bien filles que garçons, de transmettre donc leur passion afin de susciter peut-être chez ces jeunes le désir de s'engager sur ces voies, chez ces jeunes donc à qui s'adresse essentiellement notre émission, mais bien sûr elle s'adresse à tout le monde. Je suis donc avec Jean-Louis Coatrieux, homme de lettres, poète, romancier, essayiste et homme de science, internationalement reconnu pour ses travaux en imagerie médicale, en modélisation des systèmes complexes et en intelligence artificielle. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. C'est donc toi qui vas prendre la barre du navire pour ce voyage. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Véronique Chable, ingénieure de recherche à l'INRA de Bretagne-Normandie. Bonjour Véronique. Bonjour Philippe. Vous animez un groupe de recherche biodiversité cultivée et recherche participative et vous coordonnez un certain nombre de projets européens en promouvant les approches transdisciplinaires afin d'enrichir la diversité cultivée, particulièrement dans l'agriculture biologique. Donc c'est de tout cela que nous allons parler dans ce voyage extraordinaire. C'est, je le rappelle, une émission proposée par Radio Laser, créée par Jean-Louis et diffusée par Radio Laser et en collaboration avec le site web culturel breton Unidiver. Voilà, mon introduction, je te laisse la parole, Jean-Louis. Merci Félix. Bonjour Véronique. Eh bien, je crois qu'on va démarrer par la base, c'est-à-dire vous êtes biologiste, vous êtes agronome, vous êtes aussi l'autrice, alors je ne sais pas comment vous souhaitez que nous disions. On préfère le mot auteur, mais bon, c'est... Auteur donc d'un livre qui est publié aux éditions Apogée avec Gauthier Chapelle. Et dans lequel il y a des collaborations avec différentes autres personnes. Et le livre s'intitule « La graine de mon assiette ». Et le sous-titre, qui est important, c'est « De l'origine de l'agriculture et des semences à une invitation à changer le monde ». Changer le monde. Voilà quelque chose de formidable. Et il y a une préface quand même de Pablo Servigné qu'il faut que je mentionne. Alors on va en parler bien sûr de ce livre, mais avant de parler de vos recherches et de vos projets, dites-nous un peu de quelle origine vous êtes, de quelle partie de France vous êtes. Est-ce que vous êtes bretonne ou est-ce que vous êtes au contraire venu de l'autre bout de la France pour travailler à côté de Rennes? Alors, je suis pas très loin, je suis du nord de la Sarthe. Alors, c'est une région de transition entre la Normandie et le Maine. Et le Maine lui-même est une région de transition entre la Normandie, Pays de Loire et Bretagne. C'est une région où on peut... C'est le cœur des choses, finalement. Comment ? C'est le cœur des choses. Voilà. Voilà, donc bon, quand même, je me sens un peu normande malgré tout. Et alors, l'arrivée à Rennes, c'est faite par les études, par l'école d'agronomie de Rennes, tout simplement. Ah, d'accord. Donc, et j'y suis restée par le hasard des stages. Et vous avez été adopté. Voilà. Donc, c'est réciproque. J'ai adopté la Bretagne aussi et les Bretons. Et quelles études alors avant de faire l'école d'agronomie Ouais, j'ai suivi un parcours très classique, lycée à Alençon, prépa à Caen, concours, et puis selon l'ordre du classement du concours, j'avais le choix entre Rennes et Montpellier. J'avais pas du tout en ville du Sud. C'était Rennes qui s'imposait. Voilà. Donc Rennes. Alors
Vous êtes entré après à l'INRA, on va voir dans quelles conditions ça a pu se faire. Mais l'INRA s'appelle plus INRA maintenant, il y a un petit E qui est rajouté, ce qui rend d'ailleurs difficile la prononciation, parce que comment on dit maintenant? INRAE. Ouais. Alors l'INRA, c'est l'Institut national de recherche en agronomie, et maintenant c'est agronomie, alimentation et environnement. Et environnement. Voilà, alors, environnement. On ne peut plus passer sans se préoccuper de l'environnement. Et alors, vous êtes ingénieur de recherche. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui a cette profession-là, oui. Tout au moins, qui est très très proche en fait, parce que recherche veut dire quand même chercheur quelque part. Mais le métier, est-ce qu'il présente des différences significative avec celui de chercheur? Ça dépend des laboratoires, du contexte où s'exerce la fonction d'ingénieur de recherche. En fait, moi, c'est très très fortuit le fait que je sois ingénieur de recherche et pas chercheur, parce qu'à la sortie de mon diplôme, j'ai trouvé un poste financé par des producteurs pour travailler à la station d'amélioration des plantes de Rennes, et c'était très intéressant. Et une fois qu'il y a un poste de fonctionnaire qui a été ouvert correspondant à ce que je faisais en tant que contractuel, et j'avais dépassé l'âge des concours de chercheurs. Donc, et la seule solution pour rentrer et faire continuer de la recherche à l'INRA, c'était de prendre un poste d'ingénieur de recherche. Mais néanmoins, j'ai une thèse, j'ai mon habilitation à diriger les recherches. En fait, j'ai un parcours de chercheur tout en ayant un titre d'ingénieur de recherche. Et ce concours est toujours... on rentre toujours... On rentre toujours, mais il y a des fonctions très diversifiées. C'est-à-dire que on peut avoir une fonction de chercheur, mais on peut aussi avoir une fonction d'animation, de gestionnaire. En fait, c'est un... De support peut-être informatique. Parce qu'on ne peut pas vivre... Disons, une institution telle que l'INRA ne peut pas fonctionner qu'avec des chercheurs. Il faut bien faire fonctionner l'institution. Et il y a des gens, par exemple, qui animent des plateformes de génomique, qui sont même ingénieurs de recherche. On peut être président de centre, on peut animer des unités expérimentales, il y a plein de fonctions qui sont très liées à la recherche et qui ont besoin des activités de gestion. Et d'ailleurs, je m'affiche toujours à 80%, parce qu'on doit définir, quand on est évalué en tant qu'ingénieur de recherche, on doit définir notre métier. Et moi, je me mets toujours à 80% chercheur, et 20% animation, du fait que je suis dans des réseaux paysans, j'anime des projets de recherche, j'ai aussi toute une fonction d'animation, de gestion. Je l'affiche comme dans mon métier. D'accord. Non, mais alors ça, c'est très intéressant d'essayer de découvrir ces fonctions, ces activités. Oui, avec une certaine complexité quand même, pour. Oui, mais moi, j'aime beaucoup ce statut, parce que ça nous donne une certaine liberté, une possibilité d'évoluer dans une fonction, dans une autre, en fonction des opportunités qui se présentent et le déroulement d'un projet de recherche. Et c'est moins figé que le métier de chercheurs. Et en plus, au niveau reconnaissance, grille de salaire, c'est exactement pareil. Donc il n'y a pas d'inconvénient d'être ingénieur de recherche par rapport à chercheur. Et on rentre aussi sur concours, donc? Ah oui, c'est exactement pareil. Sauf que c'était l'âge qui faisait la différence pour moi. Voilà. Donc un concours, c'est quoi, par exemple? C'est un dossier de candidature? Un écrit, un oral, voilà. Toujours, enfin aujourd'hui encore. Je pense que c'est toujours pareil, oui. D'accord. Et avec un nombre énorme et très très peu d'élus, Ça dépend des métiers. Oui. Des disciplines qui sont plus ou moins prisées. Mais là, j'ai pas les chiffres par an de volume de recrutement, en fait. Non, c'est pareil. Je pense que pour l'INSERM, je pense que tous les ans, il doit y avoir de l'ordre d'une centaine de postes de chercheurs. Les postes d'ingénieurs de recherche, je ne sais pas combien il peut y en avoir non plus. Ça reste des chiffres relativement modestes, oui. Puisque ce sont des chiffres annuels. Bon, il faut ajouter évidemment ceux du CNRS, ceux de l'INRIA, de l'INRA, de l'IFREMER, de tout un tas d'autres organismes, pour avoir une idée un peu plus globale
du potentiel de renouvellement de la recherche qui est fondamental. Je vais bientôt m'en inquiéter, puisque de toute façon, il faut que je pense à ma succession. Donc, ça fait partie de notre travail avec notre petite directrice. Dites-nous un peu, là, vous êtes responsable d'un groupe. Dans ce groupe, vous avez des chercheurs peut-être, mais vous avez des techniciens, vous avez des... On est très peu nombreux, nous sommes 5 permanents, parce qu'en fait, ce petit groupe, je l'ai créé par mon activité, d'où aussi l'intérêt de la liberté d'être ingénieur de recherche pour ce genre d'exploration de nouveaux thèmes de recherche. Alors mon parcours est un peu complexe puisque j'ai commencé en amélioration des plantes. Et à partir du moment où, en 2000, j'ai démarré une réflexion pour travailler sur l'agriculture biologique, suite à un rapport d'un député qui avait dit à l'INRA « Attention, vous travaillez pas assez sur l'agriculture biologique, il y a des besoins et il faut inciter des chercheurs à travailler sur le sujet. » Donc il y a eu ce qu'on appelle des AIP, des actions... D'incitation ? Oui, programmées. Et donc on a été 20 volontaires à se lancer... dans des propositions de programmes pour l'agriculture biologique, et ça tombait à pic puisque en 2000 les agriculteurs bio on leur imposait de produire bio avec des semences bio. Or le marché de la semence bio n'existait pas. La production de semences bio n'existait pas, il y avait qu'un seul marché, c'est celui des semences pour le conventionnel. Donc c'était intéressant comme thématique. Donc j'ai proposé qu'on s'interroge sur la semence bio à partir de groupes d'agriculteurs que je connaissais très bien, c'est-à-dire ceux de la Bretagne et ceux qui travaillaient sur les choux. Et de soi-même, ce sujet nous a invités, la question posée, à travailler ensemble avec les paysans, à se poser ensemble la même question. Le chercheur n'avait pas la réponse puisque il y avait à la fois se poser la question du type de variété, le type de plante, l'organisation, quelle réglementation. Donc c'était d'emblée une question pluridisciplinaire et ça nous a amené à faire du participatif sans qu'on sache qu'on faisait du participatif. C'est après, au bout d'un an ou deux, on m'a dit « Mais tu fais de la recherche participative ?» Ah oui, parce qu'en fait, ce travail de participatif a été initié dans les pays du Sud, dans des zones où la révolution verte n'a pas du tout répondu aux besoins des populations, et il y a aussi quelques chercheurs qui se sont mis avec des populations, des groupes d'agriculteurs pour réfléchir quelle recherche, quelle plante, quelle agronomie on pouvait mettre en place plus adaptée. Et donc cette notion de recherche participative a démarré une dizaine d'années plus tôt dans les pays du Sud. Voilà. Alors, on va essayer de la préciser un petit peu plus. La recherche participative veut dire que vous associez dans vos projets les acteurs de terrain, tout à fait, les chercheurs, les organismes éventuellement qui s'occupent d'agriculture en général, des industriels aussi peut-être. Ça dépend de la question. Ou les industriels ne sont pas forcément les bienvenus. Ça dépend. Mais pour le cas, la question de l'agriculture biologique touchait peu l'industrie. Là, c'était vraiment une question d'agriculteurs qui n'avaient pas de semences. Donc, c'est comment on s'organise pour avoir la semence dont on a besoin. Et en même temps, ça reposait la question de quelle pratique. C'est pour ça qu'on arrive à ce que j'ai écrit dans mon ouvrage, qui repose toutes les questions depuis l'histoire de l'agriculture, de sa recherche et de l'organisation professionnelle qui s'est mise en place depuis un peu plus d'un siècle. Ni Félix ni moi ne sommes des spécialistes du domaine. Alors, comme tout le monde, je pense, on regarde un peu la presse de temps en temps, et puis on se dit qu'il y avait à un moment donné tout un mouvement de protection, justement, ou de sauvegarde plutôt que protection des semences, des graines anciennes. On a parlé même d'un stockage au pôle Nord c'est toujours d'actualité ? Tout à fait. Alors il faut bien... Là, on reprend tout le cœur... Votre question touche au cœur de la problématique, puisque la modernisation de l'agriculture, il y a un siècle, on a commencé à diffuser ce qu'on appelle des hybrides fins dans une idée d'avoir des variétés stables et homogènes, pour toute une industrialisation à la fois du processus de production agricole, mais aussi de l'agro-industrie derrière pour stabiliser les productions. Et donc ce modèle de variété stable et homogène qui couvre les clones, lignées pures et les hybrides fins, c'est des modèles qui demandent une technicité, une connaissance scientifique qui ne sont plus à la portée
des agriculteurs, puisque quand même, il faut bien réaliser que depuis les 10 000 ans d'agriculture, ceux qui ont produit, domestiqué les plantes, ce sont des agriculteurs, c'est toutes les civilisations et le monde agricole. Et il y a, au début du XXe siècle, on a quand même posé un acte fort de déposséder l'agriculteur de ses semences, de rendre... C'est le monde scientifique qui s'est emparé de la question de la sélection, et c'est en même temps que ce fut un changement sociétal pour le monde agricole, ce fut un changement aussi de paradigme, de pensée de la plante, qui chez les agriculteurs s'adaptait au fur et à mesure à chaque génération pour suivre toutes les évolutions de pratiques et d'environnement. Et à partir du moment où on a fait des variétés stables et homogènes, c'est le sélectionneur, c'est le scientifique, c'est l'industrie qui décidait des caractères. Et à partir de ce moment-là, même le scientifique s'est dit et il va falloir quand même avoir des éléments, ce qu'ils appellent des gènes, pour faire quand même évoluer les plantes en fonction de nos besoins. Et c'est les scientifiques qui ont ressenti le besoin de sauvegarder ce qu'on appelle aujourd'hui les ressources génétiques à partir des variétés populations des paysans du monde entier. Alors le premier qui a commencé, c'est Vavilov en Russie, en première moitié du XXe siècle. Il a été suivi par Harlan, un scientifique américain, qui lui a sauvegardé pas mal de choses au milieu du siècle dernier. Et l'Europe s'est réveillée un peu plus tardivement. C'est dans les années 70-80 qu'on a commencé à se préoccuper, à faire les premières collectes de ressources génétiques. Et ce qui est amusant, c'est que mon premier boulot, quand je suis arrivée à la station d'amélioration des plantes, c'était de numéroter tous les petits sacs qu'on avait pu collecter au niveau du centre de Rennes, puisqu'il y a un programme européen qui a demandé à tous les centres de recherche européens, disons tous ceux qui étaient volontaires, de collecter une espèce particulière autour de lui pour remplir nos ressources génétiques. Et nous, à Rennes, on était chargés des choux. Et on avait collecté tous les choux sur la France, y compris les choux à choucroute, les choux-fleurs du Nord, les choux fourragers, etc. Et c'était mon premier travail de recenser tout ça. Et alors, ces éléments qui ont été sauvegardés, ils sont un peu partout en France ou... Alors, c'est resté ce qu'on appelle les centres de ressources biologiques en France, là où ça a été collecté. Donc, la Bretagne, le centre de Rennes est toujours en charge du maintien maintenant, parce que les graines, même si elles sont congelées, il faut les renouveler parce que ça meurt, une graine. Donc, ils sont vraiment en charge des choux. On a eu à peu près entre 800 et 1000 échantillons. Mais il y a la même chose sur d'autres espèces en France, au niveau européen. Et on a une base de données maintenant qui est européenne, qui s'appelle Eurisco, qui recense tout ce qu'on a comme échantillon sur le territoire européen. Mais on a aussi accès aux bases de données des autres continents. Mais alors, comment vous faites pour les renouveler alors ? Parce que vous venez de dire que malheureusement, à un moment, elles meurent. C'est tout un travail. Et, disons qu'il y a quand même des gens qui sont en charge du maintien des ressources génétiques avec une programmation, avec des endroits dédiés à la multiplication, parce qu'il faut aussi préserver... Mais ça se fait dans les champs, par exemple ? Ça se fait dans des tunnels, généralement des endroits... Pour les allogames, on est obligé de les protéger, sinon on ne maintient pas les populations telles qu'elles étaient, puisqu'il faut éviter qu'elles se croisent. Donc c'est un métier. Donc, mais malgré tout, elles ne sont pas multipliées dans les conditions de champ. C'est des petits échantillons qui sont maintenus. Donc néanmoins, il y a quand même une forme de dégradation de la diversité. Nous, on en tient compte maintenant dans notre métier, qui est de ressortir tous ces échantillons, de les faire revivre. Donc il y a une étape de travail entre la sortie de l'échantillon et son adaptation au champ. Et on nous disait aussi que bien on ne peut pas vendre de semences paysannes, par exemple, que ça a changé, les lois ont changé. C'est notre travail depuis 20 ans qui a fait changer les choses. Là, depuis le 1er janvier 2022, on peut de nouveau vendre des variétés hétérogènes. Mais en fait, tout le système s'est mis en place parce qu'à partir du moment où on a commencé à vendre ces variétés stables et homogènes, il fallait des obtenteurs derrière. Donc il y a il y a un travail de recherche, il y a un coût. Donc il fallait aussi protéger ce travail pour rémunérer le sélectionneur. Avant, ce travail faisait partie du travail de l'agriculteur et du produit. Donc on a créé un métier, mais on a créé des besoins aussi. Donc la protection des variétés, leur reconnaissance, leur description était indispensable pour reconnaître l'acte de propriété.
Et pour clarifier le marché, et aussi l'État a voulu garantir la qualité de ces semences. Donc la description et le suivi par des instituts d'État étaient aussi importants. Donc il y a tout un système qui s'est mis en place qu'on appelle autour du catalogue officiel des variétés. Donc d'inscription, de protection. C'est très complexe en fait. C'est très complexe, voilà. Et donc toutes les variétés paysannes étaient hors du champ de la loi, pas illégales, hors du champ de la loi. Le champ de la loi, c'était pour la commercialisation des variétés stables et homogènes, voilà. Et donc les autres, on a très vite trouvé la solution pour les multiplier et les distribuer, puisque de toute façon, c'était des groupes de paysans qui étaient obligés de s'investir, de mettre des moyens en commun. Individuellement, c'était difficile, parce que la semence a toujours besoin d'être nettoyée. Et donc, on a créé des associations. Et au sein des associations, la distribution des semences est totalement libre, puisque c'est le bien de l'association. On n'a jamais eu de... L'association concerne des producteurs, pas seulement des petits consommateurs comme enfin, nos ceux associations, qui ont des jardins. Nos associations, au moins en Bretagne, c'est toujours des jardiniers et des agriculteurs, parce que le jardinier a un rôle important. Parce que quand on redécouvre les ressources génétiques, on sort de tout, quoi. On ne sait pas ce qu'on ressort. Et des fois, il y a des choses qui sont très belles, intéressantes, mais aucun intérêt commercial. Et souvent, ça peut intéresser des jardiniers. Et aussi, pour les espèces allogames, la première multiplication, il faut des endroits diversifiés pour les maintenir. Et donc, le jardinier a un rôle d'appui à l'agriculteur. Aidez-nous là, allogame et autogame. Donc, dans toutes les plantes, il y a toute une gradation entre celles qui se reproduisent par autofécondation. Chaque plante, je fais simple, parce que toutes n'ont pas pollen et partie mâle et partie femelle, mais généralement sur une fleur, vous voyez des étamines et un pistil qui correspondent aux parties mâles et parties femelles. Donc il y a une partie des plantes qui se reproduisent avec son propre pollen et une autre qui ne peut pas, qui a un système de rejet de son propre pollen, est obligée d'être fécondée par une autre plante pour maintenir une forme beaucoup plus diversifiée. Mais néanmoins, les autogames sont jamais strictement autogames et les allogames sont jamais strictement autogames. Le monde naturel a toujours prévu des sauvegardes. Vous êtes à l'écoute de Voyages extraordinaires dans les sciences. Jean-Louis et moi, nous recevons aujourd'hui Véronique Chable. Alors, je fais simple, je dis biologiste et agronome. Tout à fait. Quelle est la part à ce moment-là de cette partie par rapport aux productions plus industrielles, disons, quelle est la part de cette production, je dirais, protégée, un peu paysanne Très faible, faut l'avouer. Elle reste très faible encore aujourd'hui. Elle reste très faible, mais néanmoins en voie de démocratisation, entre guillemets. C'est-à-dire que ça a concerné les associations semences. On a démarré en 2003 avec la création du réseau semences paysannes. Parce que néanmoins, il y avait cette incertitude réglementaire et de bien comprendre dans quel champ on était, il fallait quand même une structure collective. Si au départ, il y avait que quelques associations, maintenant on a entre 90 et 100 associations sur le territoire français. Et chacune a entre 20 et 200 adhérents. Ouais, D'accord, donc ça reste des petits chiffres. Ça reste des petits chiffres, mais toujours croissants. C'est compliqué parce que néanmoins, faut voir le travail des agriculteurs aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de loisirs pour ajouter des activités supplémentaires à leur activité. C'est des gens qui travaillent beaucoup avec peu de temps. Et il y a un savoir-faire à retrouver. C'est plus naturel de faire ces semences, il y a tout à réapprendre. Et donc, faut vraiment avoir une passion et une volonté forte pour s'investir de nouveau dans la semence. Mais néanmoins, cette année, par exemple, on était vraiment très contents. On a organisé l'année dernière le Congrès mondial de la bio. Oui. Et on a fait une grande plateforme semences pour montrer le travail des agriculteurs et le travail aussi, toutes nos perspectives. Et il y avait nos collègues européens qui étaient là. On montrait aussi le travail des résultats de nos projets européens tout en montrant le travail aussi local. Et ça a donné des envies. Et là, on va des agriculteurs de la FRAB, de la Fédération régionale d'agriculture biologique, qui rassemble beaucoup de paysans bio, s'intéressent aussi à ce travail maintenant. Donc, si on touche, notre objectif, c'est d'abord toucher tout l'ensemble de l'agriculture biologique, et ça a un sens.
parce que l'agriculture biologique, c'est de mettre en valeur un environnement donné. Donc le premier intrant pour mettre en valeur cet environnement, c'est la semence. Et c'est du sur-mesure. C'est une variété. Chaque champ a besoin d'une variété particulière. Et l'agriculture conventionnelle s'est construite sur l'autre paradigme, c'est-à-dire qu'on a stabilisé des variétés et ce sont les intrants, à la fois engrais et pesticides, qui gomment l'inadaptation à l'environnement. Donc, de démarrer la bio en remettant de la diversité, en resélectionnant pour tous les environnements de l'agriculture biologique, ça a un sens vraiment fort, quoi. C'est de donner des moyens d'être de nouveau performants. Petite question naïve, si vous permettez. Donc, on parle d'agriculture biologique. Il y a d'autres termes qui sont employés, on voit ça dans le commerce par exemple. Alors, l'agriculture raisonnée par exemple, est-ce que c'est différent? Est-ce que... L'agriculture raisonnée, c'est une agriculture conventionnelle qui n'applique pas des traitements de façon systématique. Il y a eu de façon simplifiée de promouvoir l'agriculture conventionnelle. C'est vous faites des applications de pesticides de sécurité, oui, sans vraiment vérifier s'il y a le problème ou pas. Donc l'agriculture raisonnée, c'est de n'intervenir que le problème est avéré et de réduire de cette façon les applications de pesticides. Donc c'est déjà des gens qui techniquement sont obligés de s'investir, d'aller vraiment regarder leurs plantes. Donc c'est un pas vers une meilleure maîtrise de son système. Mais dans l'entre-deux, là, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment une étape importante puisque ce que les agriculteurs biologiques nous témoignent quand ils travaillent avec les semences, c'est que ils avaient l'habitude d'avoir leur champ, mais de jamais aller de regarder spécifiquement chacune des plantes, d'avoir un contact proche et régulier avec la plante. Et donc cette première étape d'aller regarder de plus près ce qui se passe est vraiment important. Voilà. D'accord. Oui, bon, parce que bon, dans le conventionnel, c'est important de comprendre. Oui. Oui, parce qu'en même temps que l'agriculteur a été dépossédé de ses semences, il a été aussi dépossédé de son savoir. On lui a vendu des kits semences et pesticides qui allaient avec. Et donc le symbole le plus fort, c'est l'agro-industrie qui finalement, dans ces grandes multinationales, qui ont acheté les industries de la semence. Et le dernier, la Bayer qui achète Monsanto, c'est quand même très symbolique. C'est quand même le monde de la chimie qui achète les semences. C'est pas n'importe lesquelles. Déjà, Monsanto, c'est les semences les plus trafiquées qui soient, qui eux ont acheté aussi plein de petits semenciers auparavant. C'est très récent cette histoire et elle est très rapide. Dans votre livre, vous parlez de choses qui sont intéressantes parce qu'on ne les retrouve pas forcément dans tous les domaines de recherche. En particulier, le concept de recherche-action et puis la notion de multi-acteurs. Elles sont visiblement au cœur un peu de ce que vous faites et de ceux qui travaillent avec vous, qui font aussi. Recherche-action, ça veut dire quoi ? C'est une recherche qui impacte directement le monde réel, c'est-à-dire qu'il y a une question urgente, prégnante, et la réponse, il ne faut pas qu'elle soit simplement au niveau des exemple alors. Un exemple. Justement, là, les semences, et d'ailleurs, j'ai pas fini mon explication tout à l'heure. Pardon. C'est la question va permettre de le faire. La dernière, c'est changer les lois, c'est-à-dire que aussi pour ouvrir la diversité à d'autres que les paysans engagés dans leurs semences. À travers notre action sur la biodiversité cultivée, on montre quand même qu'on redonne de la résilience aux cultures, parce que la diversité, c'est la base des processus vitaux. Et ça intéresse quand même beaucoup d'agriculteurs. Et l'idée, c'est de diffuser ces variétés diversifiées avant que chaque agriculteur soit capable de faire leurs semences et donc de pouvoir réintroduire dans la loi et dans le marché la possibilité d'avoir des semences diversifiées. Et donc avec la nouvelle loi pour l'agriculture biologique européenne, on a introduit ce qu'on appelle le matériel hétérogène biologique qui peut être commercialisé par des semenciers. Et donc ce travail, ça a demandé une quinzaine d'années de lobbying auprès de la Commission européenne.
D'ailleurs, on n'aime pas, quand je fais mon rapport de chercheur, de dire que on fait des actions de recherche, oui, de l'expérimentation et lobbying. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même y aller à la commission, aller discuter avec les gens, leur expliquer pourquoi il faut remettre de la diversité, et surtout pour l'agriculture biologique. Donc c'est de l'action concrète, quoi. Il faut aller au charbon avec les acteurs du monde économique et juridique. Voilà. Et donc l'action aussi, c'est de mettre en place ces associations semences, de les organiser, d'organiser des pôles où on peut nettoyer, évaluer la semence de façon collective. Donc penser le collectif, c'est pas simplement d'avoir les connaissances pour faire les variétés diversifiées, mais aussi comment on les fait, puisque c'est le nœud, c'est le savoir des paysans. Donc simplement leur dire, ça suffit pas de leur dire, faut vous appreniez ça. Il faut mettre en place la structure pour apprendre, quoi. Donc en fait, vous travaillez directement avec eux quand vous faites une recherche-action. Complètement. Et à tel point que je fais partie de nombreuses associations. Je suis même dans le conseil d'administration de l'une des associations de semences. Et en fait, ma casquette, elle tourne tous les jours entre... je suis dans le consortium européen pour l'agriculture biologique. Enfin, je suis à IFOAM. En fait, j'ai une casquette qui tourne tout le temps. Et selon l'endroit où je suis, je joue le rôle de l'organisation où je suis. Mais là, il ne s'agit pas seulement de la cible que vous avez évoquée tout à l'heure, le chou, ça s'est diversifié complètement. Oui, si j'ai démarré avec un exemple, très vite, l'année d'après, j'ai travaillé avec les tomates, le maïs, et même j'ai commencé avec le blé. Avant de travailler sur les choux, avant les années 2000, puisque l'agriculture biologique, c'est quand même mon objectif depuis que je suis rentrée à l'INRA, je connais bien les agriculteurs autour de chez moi, et ceux qui ont voulu relancer le pain au levain, qui est quand même d'une qualité bien supérieure à une qualité d'un pain, la levure industrielle, dit mais les variétés modernes, ça va pas. Il nous faut autre chose. Il faut revenir aux variétés avec lesquelles on faisait le pain au levain traditionnel. Et c'est là que j'ai commencé à sortir les premières ressources génétiques. Je les ai sorties en blé et pas en chou. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on travaille sur tout ce qui se cultive, quoi. Je travaille aussi bien un peu sur les arbres fruitiers encore. C'est plus compliqué. On a eu une action sur les châtaigniers. Je commence à travailler sur la vigne. Et là, mon ambition, on a réussi un nouveau projet européen là qui va commencer en octobre. C'est le chanvre et le lin. C'est-à-dire toutes les plantes textiles, qu'on va redémarrer. Bon, ça explose d'une certaine manière. Là, on a un super projet sur le millet et on s'amuse vraiment beaucoup. Parce que la première question, on mange comment le millet ? C'est bien de le cultiver, mais il faut savoir comment on le mange. Donc, on travaille avec des chefs cuisiniers qui vont nous inventer plein de bonnes recettes sur la façon de... Alors ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra peut-être... Mais ça fait partie de notre recherche, c'est-à-dire, c'est ça la recherche-action, la multi-acteur. Maintenant, mais même sur le maïs, on avait commencé à travailler avec les chefs cuisiniers parce qu'on a réintroduit le maïs alimentation humaine. Et si on ne sait pas manger, ça se vend pas et ça se cultive pas. Donc, l'action, elle est là aussi, il faut aller jusqu'au bout. Alors, je reviens sur un petit détail, je reviens au pain, le pain au levain. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, c'est que n'importe quelle variété de blé ne convient pas forcément à la fabrication d'un pain au levain. En fait, si quand même, mais les puristes ceux qui ont commencé il y a presque 30 ans maintenant, ils cherchent des parfums, ils cherchent des textures, ils cherchent aussi de la diversité. C'est des artistes. Et les variétés modernes sont très homogènes dans leur conception. Elles ont été sélectionnées aussi pour une boulange industrielle. Il faut que ça réponde vite à des timings de l'industrie ou même... Et ces artistes du pain au levain, ils avaient besoin de diversité aussi de plantes qui leur correspondent. Et il y a autant de pain au levain que de... c'est de refaire aussi exploser la diversité au niveau de la qualité, quoi. Ça donne une touche personnelle à tel boulanger et tout. Et alors, le pain à l'épeautre, par exemple, ça fait partie aussi. L'épeautre est une variété... Non, c'est pas une variété. C'est une espèce différente du blé, oui, mais qui a coévolué en parallèle depuis la naissance de l'agriculture
l'agriculture. Là, on est en train de reprendre aussi la sélection de l'épeautre, donc de ressortir les ressources génétiques d'épeautre et de l'explorer dans toute sa diversité. C'est ça, en fait, aussi, on travaille pas sur une céréale, on travaille sur plein de céréales et on ressort les céréales, ce qu'on appelle les céréales mineures, qui ont été oubliées. C'était une de mes questions. Voilà, c'est ça, qui ont été oubliées des paysages agricoles. Je vous citais le millet, mais le millet a été cultivé de façon traditionnelle dans nos paysages. C'est un centre, l'Europe est un centre de différenciation du millet. C'est pas une forme, c'est pas qu'une. La Bretagne en particulier. Oui, et j'ai même retrouvé une trace comme quoi la torgoule normande a été d'abord conçue avec le millet, pas avec le riz. Le riz, c'est quand même pas une espèce très très locale, quoi. Non. Voilà. Et donc. Il y en a d'autres. Alors, on travaille aussi sur le blé poulard. Là, on est amoureux du blé poulard, rivet wheat en anglais. C'est un blé qui a des épis colorés, avec des glumes c'est un blé magnifique. C'est l'ancêtre du blé dur. Disons, c'est un blé dur, mais qui pousse dans la partie nord de l'Europe. En Angleterre, il y a beaucoup de toits de chaume qui étaient faits en blé poulard. C'est des blés à paille aussi solides. Donc, on essaie de le ressortir pour toutes ses qualités autour des pâtes. On ne peut pas encore les voir dans les champs. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup encore. Alors dites-nous. On va arriver à une transformation du paysage. Ah oui, on a plein de rêves. Par exemple, même le sarrasin. C'est magnifique. Le sarrasin, vous le connaissez blanc. Oui. Et il y a des variétés roses. Au Bhoutan, par exemple, ils sont tous roses et c'est tellement beau. Donc voilà, on rêve de notre variété de sarrasin rose à côté de notre lin bleu, à côté, voilà, c'est refaire des champs arc-en-ciel, quoi. C'est les paysans, quand ils découvrent les ressources génétiques, on trouve des trésors, quoi. Quand on a vu ce sarrasin rose, oh, c'était trop beau. On fait une petite incursion dans la poésie, là, Jean-Louis. Absolument. Nous sommes avec Véronique Chable et nous parlons de semences, de graines. Vous travaillez sur beaucoup de projets. Des projets européens, des projets nationaux, des projets régionaux, des projets de fondation. Dans cet ensemble de projets, il y en a un qui vous a marqué plus particulièrement et que vous pourriez nous détailler à la fois dans l'objectif, mais en même temps comment ça se passe, si c'est un projet européen par exemple, comment les choses se passent. Je fais juste un préambule, c'est-à-dire qu'un chercheur aujourd'hui, pour travailler, même s'il est fonctionnaire, il reçoit que son salaire et les moyens de fonctionnement, il faut aller les chercher. Donc c'est l'outil, c'est les projets, c'est de répondre à des appels à projets. On fait ça tout le temps, quoi. C'est vraiment le rôle essentiel du chercheur, c'est de déposer des projets et de les gérer. Enfin, il y en a un dans lequel j'ai mis tout ce que j'aimais, c'était DiversiFood. C'est un projet européen qui s'est terminé en 2020. Mais néanmoins, ma conception du projet, c'est qu'on a, avec tous les associations, même maintenant les élus, on a un projet de société, on a un projet agricole, mais les projets de recherche, financés par des appels à projets, c'est comme des pièces de puzzle. Et de temps en temps, il nous manque une pièce. Je vais regarder sur le marché des appels à projets s'il n'y en a pas une qui peut couvrir cette petite pièce qui manque. Voilà ma conception de l'appel à projet. C'est-à-dire que je suis sortie de la contrainte. Oui, un projet ça dure 3 ans et après on est obligé de changer de sujet. Non, on a conçu. Avec les assos, on a notre projet de société, notre projet agricole, notre projet d'alimentation, et les projets, c'est des outils. Et ça, c'est ma cuisine interne. Et donc vous avez une stratégie et voilà. Vous essayez de trouver des moyens politiques pour arriver à... Je suis pas limitée par la durée des projets, tout continue tout le temps. Et DiversiFood, c'est vrai qu'on avait tout mis dedans, c'est-à-dire depuis l'aspect graines, microbiologique, jusqu'à l'aspect politique et changement des lois. Et puis ça se décline en work package, en tâches, avec des collaborations européennes. Et la dimension européenne est vraiment très très importante pour nous, parce qu'il y a 20 ans, quand on a démarré, on était très 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 peu de chercheurs à travailler sur l'agriculture biologique et encore moins sur les semences. Donc ce qu'on a fait en Europe est surtout basé sur, on est 3 femmes, avoir le même âge à peu près, une Hollandaise, une Suisse et puis moi-même. Et en fait, on se distribue les projets, on avance ensemble, quoi. On travaille ensemble dans EcoPB, notre consortium européen pour l'agriculture, pour la sélection bio. En fait, c'est
j'ai une vie de projet assez dynamique. Il y a la concurrence, non, on se distribue les projets. Donc, toi tu réponds à ça, moi je réponds à ça, et puis on va faire ça ensemble. Cette notion de concurrence dans le monde scientifique, ça change aujourd'hui parce que avec le verdissement de la façade de toutes les institutions, ils répondent à nos appels à projets. Mais pendant une quinzaine d'années, on était tranquille à faire notre petite cuisine interne et se distribuer les projets pour continuer notre collaboration. Voilà, c'est assez particulier la façon dont je vis les projets, et avec aussi une grande connivence avec les gens à la commission. On s'est fait des amis là-bas, et c'est intéressant parce qu'ils nous suivent, on développe des concepts nouveaux, ça les inspire, voilà. Et on arrive dans le dernier tiers de notre émission. Nous sommes toujours avec Véronique Chable, et finalement on prend conscience que quelque chose qui peut nous paraître austère, une recherche assez austère, a des répercussions dans notre vie, autour de nous, dans l'alimentation, c'est quelque chose que je trouve étonnant. Alors, on parle évidemment autour d'un livre qui a été publié en 2020, qui a dû être soumis aussi aux aléas de la pandémie, du point de vue de la présentation dans le public. Mais bon, il est toujours d'actualité. Il sera encore plus d'actualité demain, je pense. Il va être traduit d'ailleurs en italien, en espagnol et en anglais. Donc, La graine de mon assiette sera accessible pour les italophiles dès le mois de mai. Italophile et italophone quand même, parce que c'est déjà pas forcément une lecture toujours facile dans la version française. Alors je pense. Forcément, il y a des aspects un peu techniques. Oui. Mais c'est quand même très accessible. Oui. Alors, la graine de mon assiette, ça veut dire que la vision que vous avez, c'est pas seulement la graine, sa production. Les traitements qu'elle peut avoir, la récolte, etc. Mais que ça implique aussi toutes les dernières étapes de l'alimentation jusqu'à ce que nous mangions. Voilà, c'est une invitation à se poser la question: d'où vient ce que je mange? Quelle est l'histoire qu'il y a derrière? Quelle science il y a derrière? Et cette question, quelle science est importante? Quel savoir pour les paysans? Quel savoir pour les paysans, mais aussi au niveau chercheur. C'est quand même et ça a été une grande conclusion de justement le projet européen DiversiFood. C'est une invitation à changer de paradigme. Et on n'est pas tout seul à promouvoir ce changement de paradigme, c'est de regarder le vivant dans un écosystème, mais pas simplement la plante, ses micro-organismes et jusqu'à l'assiette, mais aussi les humains qui sont dans cet écosystème, comment s'organiser pour être cohérent par rapport au retour de la diversité. Et le retour de la diversité, c'est pas de regarder le monde en lutte, mais c'est de regarder le monde qui collabore, qui est en synergie, qui est en complémentarité. Et ça change tout. On parle plus de maladie, on parle de santé. Et c'est pas par hasard que je l'ai fait avec Gauthier Chapelle, parce que Gauthier Chapelle et Pablo, c'était leur dernier ouvrage, c'était l'autre loi de la jungle. Et l'autre loi de la jungle, c'était de promouvoir c'est toujours l'entraide, qui est le fondamental pour se sortir des crises majeures. C'est toujours l'entraide qui, dès qu'il y a un problème important, c'est les humains font sortir une qualité première qui est l'entraide et la solidarité. Et ça, c'est très paysan aussi. Oui, c'est très paysan, mais pas seulement. Les jardiniers aussi peuvent avoir ce genre mais c'est aussi sur le regard du vivant. Donc notre science génétique, par exemple, on va pas se préoccuper des gènes de résistance aux maladies, mais comment concevoir l'écosystème pour que les plantes soient en bonne santé. Donc ça change aussi la façon de comprendre le monde vivant. Et un élément très très important de ce monde vivant, ce sont les micro-organismes. Je cite le mot de temps en temps, mais sans l'expliquer vraiment. Et la première étape importante pour une plante, c'est de trouver des micro-organismes qui collaborent, qui sont en synergie dans le sol. Mais ces micro-organismes, ils vont la bonne santé des plantes. Puis au bout, c'est l'aliment. Et ça finit
dans notre microbiote. Voilà. Et donc, on se pose la question du système immunitaire, de la santé des gens, mais ça, si on remonte la chaîne, ça va à la santé des sols. Et donc, c'est tout un ensemble qu'il faut repenser et ensemble. C'est-à-dire, c'est sortir de ces spécialités et de mettre les spécialités en interaction. Mais ça devient d'abord un projet sociétal, Tout à fait. Quasiment, mais en même temps, ça pose la question de la complexité. C'est-à-dire que c'est de l'organisation sociale, c'est une éducation, ça pose tout un tas de questions, ça interroge sur quasiment tout. Je dirais pas la littérature, peut-être, mais et encore. Oui, la littérature, c'est aussi du papier, c'est aussi de. Absolument. Non, je veux dire que c'est quasiment un projet de société. Tout à fait, mais même un projet scientifique, parce que même les statistiques, toute l'expérimentation qui a été à la base de notre institution et sa création en 1946, c'était les essais randomisés, répétition, bloc, et ça a imposé la station expérimentale pour maîtriser l'environnement, l'homogénéiser, mais le monde réel, il est que diversité. Il n'y a rien d'égal par ailleurs. Donc c'est de repenser la preuve statistique n'est pas du tout penser de la même façon. C'est-à-dire que chaque métier qui arrive avec nous sont obligés, comment on fait? Et donc, dans Diversifood, justement, on a sorti tout un manuel avec des arbres de décision pour penser l'outil statistique à chaque fois qu'on met en place quelque chose, une expérimentation paysanne ou dans les fournils donc ça change, c'est vraiment un changement de paradigme. Voilà. Et tu voulais intervenir? Non, vas-y, Jean. L'une des grandes question qui se pose généralement quand on a des débats de fond, c'est tout de suite des arguments de type mais il va falloir nourrir toute la planète. Il y a d'ailleurs des pays qui ont des problèmes graves de faim. On parle là avec l'Ukraine, la Russie, ce qui se passe dans l'actualité, quelque chose qui nous est annoncé avec des émeutes en Afrique du Nord, parce que là le pain est central. Donc vous voyez, les arguments qui sont utilisés sont aussi de ce type-là, c'est-à-dire il faut nourrir la planète. Alors, est-ce que dans cette autre vision, on est capable d'y répondre et à ce moment-là, on a un argument très fort si on est capable d'y répondre. Tous ceux qui travaillent avec nous sont sûrs qu'on peut nourrir la planète avec l'agriculture paysanne, et d'autant plus que finalement, quand même la FAO publie ses chiffres, on a 75% de l'alimentation qui est produite par une agriculture vivrière. C'est pas l'agriculture industrielle qui produit le plus pour les habitants de la planète. Et d'ailleurs, on les appauvrit pour notre agriculture industrielle, nos élevages. Donc, si on leur redonne leurs terres et qu'ils puissent se reproduire avec des plantes qui poussent bien chez eux, en fait, c'est aussi le choix, il est politique et économique. C'est comment les pays du Nord... Donc, c'est de revenir justement un peu plus au local, sans renoncer quand même au café ou au chocolat, mais on peut toujours faire des échanges intelligents. Et c'est ce qui est aussi notre organisation internationale de l'agriculture biologique, l'IFOAM, elle essaie aussi de promouvoir des échanges équitables et en privilégiant l'agriculture paysanne et vivrière un peu partout sur la planète. Donc déjà, et nos semences paysannes, elles ont aussi les moyens de mettre en valeur des environnements qui ont été dégradés par l'agriculture conventionnelle. Au Brésil, c'est un chercheur de l'Embrapa qui a démarré dans les années 85 dans une zone, le nord-est, qui avait été complètement dévastée par l'agriculture industrielle, complètement polluée, etc. Et c'est grâce à la sélection paysanne qu'ils ont retrouvé une façon de produire. Et lui a découvert de façon très pragmatique aussi la sélection participative, les bienfaits de l'agriculture biologique. Il n'était pas du tout préparé à ça, mais c'est l'objectif, le terrain, c'est par l'expérience qu'il a compris que c'est grâce aux semences paysannes qu'on peut nourrir le monde, quoi. Donc cet argument de nourrir la planète, on peut très bien le faire sous une autre forme que sous une forme promue par des grands industriels. Oui, mais le gros problème, c'est qu'ils n'ont plus place. C'est-à-dire que si on refait une agriculture paysanne, il n'y a pas de produits identiques, tout est diversifié, donc il n'y a pas de chaîne de production industrielle, parce qu'il y a des territoires qu'on a abandonnés parce qu'on peut pas y mettre des machines. Mais justement,
différent. On travaille aussi sur la conception de machines pour des petits endroits, des petites parcelles. Enfin, avec l'atelier paysan, on reconçoit aussi la machine pour l'homme, quoi, et non pas l'inverse. Alors, vas-y. Oui, non, cette espèce d'invasion de certains pays par l'agriculture industrielle, je ne sais pas si on peut faire la comparaison entre certaines ONG aussi qui vont envahir des pays par leur production. Je pense en particulier à un pays qui m'est très cher et parce que j'y ai des amis, c'est Haïti, où la plupart, enfin une grande partie des cultures traditionnelles ont été abandonnées, ont été laissées parce que le riz venant de zones industrielles a pris toute la place. Est-ce qu'on est un peu dans la même difficulté? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour s'en sortir, il faut que des associations paysannes reprennent ça en main. Et je peux témoigner quand on fait, IFOAM, on l'a fait en moitié en distance cette fois-ci, mais à chaque fois, on a une réunion semences de 2 jours où toutes les expériences du monde entier sont partagées. Et je peux vous assurer que dans tous les pays du monde, il y a des associations paysannes qui reprennent leurs semences en main. Et ce qui était même très fort à Istanbul, on avait même les 2 Corées qui étaient là, des représentants de la Corée du Nord qui étaient venus. Donc à côté des Corées du Sud, avec l'Iran, les États-Unis, tous ceux qui se battent sur le terrain étaient réunis pour les semences. Et il y a des paysans, et ce monde des semences, c'est très 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 solidaire. Mais on n'entend pas parler beaucoup de ces choses-là. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, quand on vous entend, on a l'impression que il y a beaucoup de choses qui se font. Alors peut-être en faible bruit, c'est-à-dire on est très peu nombreux. Et pourquoi vous ne prenez pas la parole plus souvent, alors à la fois dans les radios, dans les journaux, parce que là ça n'est plus seulement de la recherche, c'est un combat, c'est vraiment un combat, et c'est votre passion visiblement. C'est mon programme de vie, oui. Il n'a pas de limite puisque je suis dans les associations. Et en fait, notre force, c'est d'être présent partout, et les paysans qui vivent ce qu'on vit, ils se disent en fait ce monde il est encore trop, on n'a pas encore la place, l'industrie le maîtrise totalement, mais il suffit de pas grand chose pour qu'il s'effondre. Et là, on les verra, tous les oasis qui ont été mis en place par tous ces paysans du monde entier qui sont prêts à diffuser leurs semences, leur savoir-faire. En fait, c'est un monde en graines qui est prêt à germer pour un renouveau. Et c'est comme ça qu'on le vit. En fait, le monde économique, la culture ambiante n'est pas encore prête à entendre ce qu'on l'on fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que la graine de mon assiette, c'est une invitation à se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai dans mon assiette? Et même, il y a une partie du monde de l'agriculture biologique qui se pose pas encore assez la question de la semence. Quand ils utilisent des semences du monde conventionnel, il y a tout un programme de recherche derrière, toute une vision de l'agriculture, et il y a un biais, si bien qu'ils ont besoin quand même d'intervenir avec des biocontrôles, etc. C'est-à-dire qu'on a une situation encore intermédiaire. Mais c'est dans la tête et surtout dans le cœur. Je pense qu'il faut changer. C'est toute une culture d'un regard très bienveillant au vivant. Le vivant nous agresse pas. Le vivant, est une collaboration. Et à mon avis, c'est qu'il n'y a pas les oreilles encore pour nous entendre. Mais ça ne nous empêche pas d'agir. Si vous ne donnez pas de la voix, il n'y aura pas d'oreille, ça c'est sûr. Donc, oui, mais ça commence. En fait, je fais quand même 1 ou 2 interventions par semaine dans des milieux très diversifiés. Et petit à petit, notre voix commence à porter. Les changements climatiques, dans la logique dans laquelle vous êtes, est-ce qu'il y a une chance pour que, justement, on arrive à des solutions, je dirais, élégantes et viable pour tout le monde? C'est pour ça que les agriculteurs visent sur la diversité, la diversification des espèces. Si on réintroduit le millet, c'est pas par hasard. Le millet est une espèce super rustique qui
qui répond à plein de conditions climatiques. On s'interroge un peu aussi sur le sorgho, mais en même temps, toutes les céréales mineures, elles ont aussi des qualités qui ont été oubliées, en fait, par la diversité et aussi l'arbre. C'est-à-dire que mes 2 collègues de mon équipe qui sont agronomes s'intéressent aussi à toutes les pratiques d'agriculture, comment on associe les espèces, et il y a toute une agronomie qui est renaissante. Mais c'est pas l'agriculture de grand-papa, c'est une agriculture qui va répondre justement à ces incertitudes climatiques si on met 2 ou 3 espèces dans le champ, il y en a bien une qui va tirer son épingle du jeu, mais derrière, il y a toute la réflexion de la mécanisation et c'est pour ça que notre collaboration avec l'atelier paysan, qui est l'équivalent du réseau semences paysannes, mais ce côté machine, on peut pas ressortir une espèce sans se poser la question des machines. C'est pareil pour le millet, ils travaillent sur le décortiquage, par machine, vous entendez machine de collecte, machine de préparation. Depuis le semer plusieurs espèces en même temps, ça s'improvise pas. La récolte, le tri, les premières transformations pour toutes les pots, par exemple, l'engrain, justement le millet, ce sont des espèces dont les glumes sont attachés au grain, donc il faut décortiquer. Et ça, avant, on avait des petites machines à la ferme, et donc là, il faut reconstruire des machines pour justement pouvoir faire ce travail de. Et là, vous avez des constructeurs de machines agricoles qui s'intéressent à tout ça? Non, c'est que des associations, c'est entre guillemets, c'est des bricoleurs très performants, c'est des jeunes ingénieurs, même électroniciens, ils ont des compétences très inventifs. Mais à petite échelle, avec des kits de construction pour n'importe quel. C'est pas pour refaire des grandes entreprises de machinisme agricole, c'est pour donner les moyens à chacun de reconstruire ses machines. C'est aussi une autre organisation sociale et économique. Mais si un jour il y avait un changement d'échelle, il n'y aurait pas besoin d'une industrie nouvelle, je dirais, avec ces machines. Non, là c'est l'organisation locale. C'est pour ça que je travaille de plus en plus. Actuellement, mais demain. Non, et quand on en discute avec différents continents, même là avec les États-Unis, on avance bien. C'est de multiplier les groupes. C'est pas d'avoir des gros groupes. À partir du moment où un groupe est alors le critère, c'est que tout le monde se connaisse dans le groupe. À partir du moment où il est trop gros, tout le monde se connaît pas. Donc il faut en recréer un autre. C'est très basé sur l'humain. Voilà. Et donc l'élément clé aujourd'hui, ça va être les collectivités. Et justement, notre congrès mondial, on a créé une association pour faire savoir ce qui se passait au niveau du territoire en matière d'agriculture biologique, mais pas seulement, aussi du territoire de contact avec les citoyens. Ça s'appelle Voyage en Terre Bio. Donc, Voyage en Terre Bio devait durer le temps du congrès et de mettre un peu... Et on va continuer. C'est-à-dire, les collectivités vont nous soutenir pour continuer ce travail de mise en lien des citoyens, de mise en lien, de faire connaître les producteurs qui sont dans des pratiques nouvelles pour mettre en valeur la diversité. Et donc c'est le petit, c'est le local, c'est l'humain qu'il est à mettre en avant. En évitant ainsi de retomber peut-être dans la mécanisation à outrance, que c'est peut-être le risque que ça se... Et qu'on perde de la diversité, parce que c'est les machines après qui encore seront le goulot d'étranglement du possible. Oui. Tandis que là, c'est l'inverse, c'est le territoire, c'est l'environnement qui détermine quelle plante on va faire, quelle alimentation, et on adapte la machine comme on adapte les semences. On a là un paysage très complet à travers ce que vous nous avez dit. Ce que vous diriez aux jeunes aujourd'hui, ce serait de s'engager complètement dans une réflexion, et évidemment dans des métiers qui répondent à cet appel que vous lancez aujourd'hui. Ils sont étonnants, les jeunes, parce qu'en fait, on en voit arriver de tout horizon. Et en fait, ils ont compris d'eux-mêmes. En fait, c'est une compréhension du cœur et pas une compréhension de la cervelle. C'est dans le deuxième temps, ils se disent il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment à changer notre rapport au monde. Et après, ils se posent la question comment on le fait. Et on voit arriver des jeunes qui ont finalement presque tout compris avant qu'on leur explique. Et ça, je trouve ça très... Quand vous parlez des jeunes, vous parlez des jeunes que vous rencontrez quand vous allez dans les écoles, quand vous allez ou dans votre équipe. Voilà, dans les associations. Les nouveaux paysans,
c'est-à-dire ces nouveaux paysans avec qui on travaille, c'est souvent des jeunes très diplômés qui ont changé de parcours, pris un lopin de terre et développé. On a tous les cas de figure. Il y a aussi des agriculteurs en conversion, mais il y a beaucoup de jeunes qui arrivent avec leur doctorat et qui veulent absolument changer leur façon de... Leur pratique, leur et pratique leur vie, et surtout leur vie en même temps. Concourir à ce changement de société et de culture. Et donc on en a de toutes sortes avec nous. Ce sera peut-être le mot de la fin. Je sais pas, moi, quand tu as un commentaire... Oui, le maître du temps à parler. Non, je voudrais juste vous dire un grand merci, Véronique, vous avez été passionnante. Merci, à nos auditrices et à nos auditeurs que nous invitons à se procurer La graine de mon assiette. C'est un ouvrage collectif qui est édité par Apogée, une maison de Rennes. Voilà. Merci Véronique, merci Jean-Louis. Beaucoup. Merci à vous deux. Merci à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs et on vous dit au mois prochain. À bientôt. Au revoir.